Bienvenue à toutes et à tous à cet événement spécial d'Euronews, la deuxième partie d'un débat entre les chefs des groupes politiques du Parlement européen. Présents sur ce plateau, Monica Frassoni de Verts, Nigel Farage, Indépendance et démocratie, Graham Watson de l'Alliance des libéraux et des démocrates européens, Cristiana Muscardini de l'Europe pour les nations, Monsieur Schulz, Martin Schulz des socialistes européens, Monsieur Francis Wurz de la GUE, de l'Union de la gauche européenne, et Monsieur Joseph Daul des Populaires. Cette deuxième partie du débat, elle est consacrée aux perspectives de la prochaine législature. Et la question que je commence pour poser, c'est, sans traité de Lisbonne, quelles sont les perspectives pour le Parlement et pour l'Europe? La question est pour vous, M. Farage. Vous savez, deux pays ont voté non à la Constitution. Donc on l'a rhabillé, rebaptisé en l'appelant traité de Lisbonne. Et le seul pays à s'être prononcé a voté non. Auparavant, deux pays se sont prononcés sur l'euro et ont voté non. Le fait est que les personnes présentes autour de cette table sont les représentants d'une classe politique qui croit à ces institutions. Très bien, mais les peuples d'Europe sont, eux, de moins en moins de leur avis. On a du mal à parler d'élections européennes véritables. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le niveau de vote protestataire va être absolument énorme. Graham Watson, est-ce qu'on aura le traité de Lisbonne et cette constitution remodelée et revue auquel, au premier référendum, on a dit tout de suite non, le cas irlandais? Je pense qu'on aura le traité de Lisbonne. Il y a certains qui luttent contre, il y a certaines des organisations qui luttent contre, qui sont peut-être financées par l'extrême droite aux États-Unis, qui ne veut pas voir le développement de l'Europe. Mais en même temps, il est clair, que la grande majorité de la population européenne veut voir le développement de l'Europe, car ils savent que nous sommes plus fortes quand nous sommes ensemble et que nous sommes plus pauvres quand nous ne sommes pas. Et il est maintenant, à mon avis, très probable qu'on aura le traité de Lisbonne, mais il faudra attendre peut-être encore 6 mois pour l'avoir. Monica Frassoni? Moi, je voulais dire tout au début, pour commencer, que ce n'est pas vrai que les peuples ont dit non à plus d'Europe ou choses comme ça. C'est faux. Moi, ce que je pense, c'est que cette idée que d'un côté, il y a les peuples, de l'autre côté, s'il y a les gens au Parlement européen, est complètement fausse, parce que, qu'on le veuille ou pas, on représente ici les citoyens européens. Et donc, il faut que les citoyens européens soient motivés à aller à voter et exprimer ce qu'ils veulent. Le traité de Lisbonne, ça représente un petit pas à l'avant pour faire que les institutions, dans leurs compétences, marchent mieux. Donc, c'est très bien si on aura le traité de Lisbonne, mais l'histoire de la transformation démocratique de l'Union européenne n'est pas finie. Et moi, je pense que si on n'a pas ça, ça sera très difficile d'avoir une action importante et positive, notamment sur le changement climatique, sur la scène internationale. Monsieur Daul, est-ce que vous pensez que la prochaine législature du Parlement européen sera la législature qui devra nettoyer les débris des 3 référendums qui ont dit non à des traités européens? Je crois que la présidence française a démontré qu'on sait aussi travailler sous le traité de Nice. Et on a bien travaillé, on a même travaillé à l'unanimité. Bien sûr, il nous faut le traité de Lisbonne pour mieux avancer, pour mieux gérer l'Europe. Mais sous le traité de Nice, l'Europe ne disparaît pas. Je ne voudrais pas que des groupes comme M. Farage pensent qu'il n'y a pas de traité de Lisbonne, l'Europe disparaît. Non, l'Europe continue. Et ce qu'attendent nos citoyens, c'est qu'on règle leurs problèmes. Et c'est les gouvernements du centre-droit qui gouvernent actuellement dans chaque pays qui avancent et qui proposent des solutions. Les petits partis qui n'ont rien à voir, rien à dire, n'ont aucune responsabilité, donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. C'est ça la différence entre les gens qui ont la responsabilité et les gens qui peuvent raconter ce qu'ils veulent, puisqu'ils ne peuvent rien et ils ne veulent rien démontrer. Monsieur Wurz, accusé de réception, est-ce que vous vous sentez co-responsable de cette situation? Vous étiez contre la Constitution. Je viens d'un pays qui a voté majoritairement au niveau de ses citoyens contre le projet de traité constitutionnel, et j'étais un acteur important de cette bataille.
Et donc je vais m'expliquer. Pour autant, je suis en total désaccord avec la conception de M. Farage. Comme quoi, il n'y a pas les non d'un côté, les oui de l'autre. C'est plus compliqué. Oui, mais sur le plan concret, les résultats... Moi, je pense que Non. Là où le bas blesse, c'est le modèle libéral. Il est dans Nice, comme il est dans Lisbonne, comme il était dans le traité constitutionnel, comme il était dans le traité de Maastricht. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça qui est au cœur de ce que j'ai appelé la crise de légitimité. Est-ce que vous sentez, vous pensez que les deux traités, les traités constitutionnels d'abord et les traités de Lisbonne après, c'est des traités néolibéraux? Celui qui croit que le traité de Lisbonne ou la Constitution était moins social que le traité de Nice, sur lequel nous sommes aujourd'hui, n'ont pas lu les textes. Pour répondre clairement, c'est plus social. C'est pas ce que nous avons souhaité, c'était quand même un progrès. Mais permettez-moi de vous dire un mot sur la démocratie. Le collègue Farage appartient à un groupe qui parle toujours de la légitimité par référendum. Ça inclut déjà que les traditions des pays qui ne connaissent pas le référendum sur des traités internationaux, que la ratification parlementaire est moins valide qu'un référendum. Ça, je trouve déjà peu acceptable. Je vous cite un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne, mais qui ne connaît pas du tout les référendums, mais qui est quand même démocratique, les États-Unis. L'Allemagne ne connaît pas la tradition référendaire. Je vais vous dire pourquoi en Allemagne, moi, j'étais toujours contre un référendum. Je vais vous le dire. Imaginons-nous pour l'élargissement. Mais peut-être vous m'écoutez après, vous riez après. Je reviens. Imaginons-nous qu'en Allemagne, par exemple, lors de l'élargissement, il y avait des référendums sur la Pologne, la République tchèque, etc. Je ne crois pas que c'était une bonne idée de soumettre en Allemagne l'élargissement de l'Union européenne à un référendum. Et la ratification du Bundestag et du Bundesrat était absolument démocratique. Dernière remarque, M. Farage. Il y avait 4 référendums sur la Constitution. Un en Pays-Bas, perdu. Un en France, perdu. Il y avait 2 autres. En Espagne, 72% pour. À Luxembourg, 60% pour. Dans l'ensemble des pays qui ont voté par référendum, il y avait une majorité des citoyens pour la Constitution. Respectez-vous aussi la démocratie. Ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Schulz, les implications de ce que vous êtes en train de dire concernant le concept même de démocratie, c'est terrifiant. Vous êtes en train de dire que nous ne devons pas demander à la population allemande ce qu'elle pense, nous devons la guider. C'est terrifiant. Je n'oublierai jamais ce que vous avez dit ici au lendemain du non irlandais, que nous ne devons pas nous incliner face au populisme. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez vous excuser pour ce commentaire. C'est absolument... Écoutez, c'est pas moi qui est... Vous êtes antidémocratique. Vous croyez que la classe dirigeante sait mieux que la population ce qui est bon pour elle. C'est monstrueux. C'est un honneur pour moi d'appeler par vous antidémocrate. Merci beaucoup. Madame Muscardini. C'est pas un partenaire.